Imaginez découvrir qu'un seul discours peut signer votre arrêt de mort, que dire la vérité à voix haute peut vous faire disparaître, que rêver de liberté peut vous coûter la vie. 30 juin 1960. Léopoldville, Congo. Les caméras tournent. Le monde regarde. Un homme grand et mince se lève. Il n'était pas prévu qu'il prenne la parole, mais en 7 minutes, il dira des choses qui feront trembler les rois et conspirer les empires. 6 mois plus tard, il sera traqué, capturé, torturé et dissous dans l'acide, littéralement effacé de l'existence. Son corps ne sera jamais retrouvé, seule une dent survivra. Il avait 35 ans. Son crime, avoir cru que l'Afrique pouvait être libre. Son nom, Patrice Lumumba. Et voici l'histoire de l'homme que l'Occident craignait le plus, et qu'il devait éliminer à tout prix. Avant de plonger dans cette histoire, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires fascinantes de l'Afrique. Kasaï, Congo belge, 1925. Né Patrice Emery Lumumba, un enfant frêle, issu d'une famille si pauvre qu'elle ne pouvait pas acheter une bougie pour qu'il étudie le soir. Mais ce garçon avait quelque chose de différent, une soif insatiable de savoir, vite remarquée par ses enseignants missionnaires. Les écoles missionnaires n'avaient pas été créées pour éduquer les Africains, mais pour les préparer au travail manuel. 1 heure d'études par jour, le reste, agriculture et labeur. Mais Patrice n'était pas comme les autres. Impressionné, ses professeurs lui prêtaient des livres qu'il dévorait avant la tombée de la nuit, car il n'avait pas de bougie pour lire. En grandissant, Patrice entendait des histoires terribles, récits d'atrocités commises au Congo sous le roi Léopold II de Belgique. Le Congo était la propriété personnelle du roi. Mains coupées, villages massacrés, millions de morts, tout cela au nom du profit. Ces récits allaient forger l'homme qu'il deviendrait. À 18 ans, Patrice quitte l'école. Son père ne peut plus payer. Il travaille à Kindu, puis à Kisangani comme aide infirmier. En 1944, il part pour Stanleyville. Là, il découvre un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Avenue large, piscine, gratte-ciel. Stanleyville est cosmopolite et européenne, mais tout cela est réservé aux Blancs. Restaurants interdits aux Africains, théâtres interdits, hôtels interdits. Les Africains sont des citoyens de seconde classe dans leur propre pays. Mais Patrice trouve refuge dans la bibliothèque. Il y étudie le français, perfectionne le swahili et le lingala, dévore des livres et commence à comprendre. Le problème n'était pas la pauvreté, c'était le colonialisme. En 1947, maîtrisant plusieurs langues congolaises, Lumumba obtient un emploi de facteur à Léopoldville, la capitale. En 1950, il est transféré à Stanleyville, où sa transformation commence. Il se lie avec des intellectuels congolais. Ils débattent, écoutent la radio, échangent des livres. Patrice commence à écrire des éditoriaux et des poèmes pour les publications des évolués, l'élite instruite congolaise. À travers ses écrits, il devient connu comme l'un des rares à oser s'exprimer. En 1954, il devient officiellement un évolué. À cette époque, il croit encore aux valeurs occidentales et ne critique pas le colonialisme. En 1955, lors de la visite du roi Baudouin au Congo, Lumumba a le privilège de converser avec lui. Le roi lui-même l'invite à discuter de l'avenir du Congo. C'est un moment de prestige, mais aussi le début de sa chute. Ce statut attire la méfiance. Les administrateurs belges commencent à le voir comme une menace. À partir de 1956, il est placé sous surveillance constante. Puis, le piège. La même année, Lumumba est invité à visiter la Belgique. À son retour, il est arrêté pour détournement de fonds postaux. Beaucoup pensent que les accusations ont été fabriquées. Les autorités voulaient l'écarter. Il est condamné à 2 ans de prison, réduit ensuite à 1 an. Cette année d'incarcération ne le détruit pas, elle le transforme. Il repense son identité, change radicalement. Il adopte le panafricanisme et le nationalisme congolais. Il en ressort non pas brisé, mais comme un leader révolutionnaire. Libéré, Patrice s'installe à Léopoldville. Il travaille comme vendeur, mais sa véritable mission commence, la politique. En 1957, le Ghana obtient son indépendance. Dans les colonies françaises, le mouvement anticolonial s'intensifie. Au Congo, le peuple commence à s'éveiller. Des partis surgissent,
L'Abaco de Joseph Kasavubu, cherchant à unir le peuple Bakongo. Le Konakat de Moïse Tshombe, favorable à l'autonomie du Katanga et proche de la Belgique. Mais Patrice choisit une autre voie. En 1958, il fonde le Mouvement national congolais, MNC, avec un objectif clair, une base nationale, non tribale. Décembre 1958. Lumumba voyage à Accra, au Ghana, pour participer à la conférence des peuples africains. Là, il prononce un discours enflammé. Mais Patrice choisit une autre voie. En 1958, il fonde le Mouvement national congolais, MNC, avec un objectif clair, une base nationale, non tribale. Décembre 1958. Lumumba voyage à Accra, au Ghana, pour participer à la conférence des peuples africains. Là, il prononce un discours enflammé. Les vents de liberté qui soufflent sur toute l'Afrique n'ont pas laissé le peuple congolais indifférent. Nous sommes assurés du soutien des masses. Il rentre brûlant d'enthousiasme, décidé à lutter pour l'indépendance du Congo. Janvier 1959, Léopoldville est ravagée par des émeutes violentes. Pour calmer le peuple, la Belgique annonce des réformes politiques, mais beaucoup estiment que ce n'est pas suffisant. Les nationalistes radicaux dénoncent un processus trop lent. La répression belge atteint son apogée le 30 octobre 1959, lors de la dispersion forcée d'un meeting du MNC, 30 morts. Lumumba est arrêté pour incitation au trouble. Le Congo sombre dans le chaos. La pression internationale pousse la Belgique à accélérer le processus d'indépendance. Une conférence est convoquée à Bruxelles en janvier 1960. Le MNC refuse d'y participer sans Lumumba. Il est libéré et arrive à Bruxelles le 26 janvier. À la conférence, seul Lumumba insiste sur un Congo unifié. Des élections sont fixées pour mai 1960, avec l'indépendance prévue pour juin. Les résultats révèlent la division du pays. Sur 137 sièges, le MNC de Lumumba obtient la majorité avec 33. Le 23 juin 1960, Lumumba et Kasavubu s'allient. Kasavubu devient président, Lumumba Premier ministre. Arrive enfin le jour de l'indépendance, 30 juin 1960. Le roi Baudouin est présent. Lumumba se sent offensé de ne pas avoir été invité à parler. Après le discours condescendant du roi, il défie le protocole, se lève et prononce un discours radical, dénonçant la brutalité belge au Congo. Nous allons montrer au monde ce que l'homme noir peut accomplir lorsqu'il travaille en liberté. Nous ferons du Congo le centre rayonnant du soleil pour toute l'Afrique. Le déjeuner officiel est retardé de 2 heures, le roi et les ministres débattant de la possibilité de rentrer immédiatement en Belgique. Quand il a lieu, l'atmosphère est froide et désordonnée. Le pays que Lumumba hérite est mal préparé. Aucun Congolais n'a d'expérience gouvernementale. Dans la haute administration, seuls 3 Congolais sur 100 occupent des postes. La nouvelle constitution rédigée par les Belges invite à la lutte de pouvoir entre provinces et gouvernement central. La lune de miel est brève. Quelques jours après l'indépendance, la première crise éclata. Le ressentiment face aux bas salaires et à l'absence de promotion bouillonne. Les soldats comparent leurs conditions misérables à la richesse soudaine des politiciens civils. Le commandant de la force publique, le général Janssens, aggrave la situation. Après un incident d'indiscipline, il convoque les soldats et écrit au tableau « Avant l'indépendance égale, après l'indépendance ». En réponse, les soldats protestent. C'est la mutinerie. Les troupes attaquent des civils européens. Le Congo est en crise. Lumumba accuse les officiers belges d'avoir encouragé la rébellion. Il renvoie Janssens et décide que tout le corps des officiers doit être remplacé par des Congolais. Il nomme Victor Londula, commandant en chef, et Joseph Mobutu, chef d'état-major. Des milliers d'Européens fuient. Des récits d'atrocités paraissent dans la presse internationale. L'Occident doit agir vite. La Belgique tente de persuader Lumumba d'autoriser ses troupes à rétablir l'ordre. Il refuse. Les Belges ordonnent unilatéralement à leurs forces d'intervenir. Lumumba est convaincu que la Belgique cherche à rétablir son autorité coloniale. Le 11 juillet 1960, la crise s'aggrave. Avec la complicité belge, Moïse Tshombe déclare la sécession du Katanga. Des troupes belges expulsent les unités de l'armée congolaise de la province. Désespéré, Lumumba fait appel aux Nations Unies. Mais lorsque l'ONU refuse de retirer les troupes belges, il lance un ultimatum.
Si elles ne sont pas retirées avant le 19 juillet, il fera appel à l'Union soviétique. Nous sommes alors au plus fort de la guerre froide. Les menaces de Lumumba irritent les États-Unis et poussent le Congo au cœur de la confrontation Est-Ouest. Washington craint une prise de contrôle communiste du Congo, semblable à la révolution cubaine. Le nationalisme de Lumumba est perçu comme une menace directe aux intérêts stratégiques occidentaux, notamment à cause des immenses richesses minérales du pays. En 1958, le Congo produisait 50% de l'uranium mondial, 75% du cobalt et 70% des diamants industriels. Nous sommes alors au plus fort de la guerre froide. Les menaces de Lumumba irritent les États-Unis et poussent le Congo au cœur de la confrontation Est-Ouest. Washington craint une prise de contrôle communiste du Congo, semblable à la révolution cubaine. Le nationalisme de Lumumba est perçu comme une menace directe aux intérêts stratégiques occidentaux, notamment à cause des immenses richesses minérales du pays. En 1958, le Congo produisait 50% de l'uranium mondial, 75% du cobalt et 70% des diamants industriels. Le 15 août, Lumumba prend une décision fatale. Il demande à l'Union soviétique une aide militaire immédiate. 3 jours plus tard, lors d'une réunion du Conseil national de sécurité, le président Eisenhower autorise la CIA à éliminer Lumumba. L'expédition militaire de Lumumba au Kasaï aboutit au massacre de centaines de Baluba. Le colonel Mobutu rompt avec Lumumba et rejoint ses détracteurs. Le 5 septembre 1960, Kasavubu accuse Lumumba de gouverner de manière arbitraire et le révoque de son poste de Premier ministre. Lumumba répond en annonçant qu'il destitue Kasavubu. Le 14 septembre, avec le soutien de la CIA, Mobutu déclare qu'il neutralise tous les politiciens, prend le pouvoir et ordonne l'expulsion du personnel soviétique et tchèque. Le chef de la CIA au Congo, Lawrence Devlin, fournit des fonds à Mobutu pour s'assurer de la loyauté de ses troupes. En octobre, Lumumba est placé en résidence surveillée, gardé à la fois par des troupes de l'ONU, pour empêcher son arrestation, et par les soldats de Mobutu, pour empêcher sa fuite. La CIA poursuit ses projets d'assassinat. Un scientifique prépare une trousse contenant du poison, mais celle-ci expire avant d'être utilisée. Les Belges élaborent également leur propre plan. Lorsque l'ONU reconnaît Kasavubu et Mobutu comme dirigeants légitimes, Lumumba comprend que son temps est compté. Le 25 novembre 1960, sous une pluie tropicale, caché dans une voiture, il quitte secrètement sa résidence en direction de Stanleyville. C'est une décision fatale. Les soldats de Mobutu le capturent à Mweka. Lumumba est arrêté et conduit à Léopoldville, puis emprisonné à Tisville. Même en captivité, son charisme inquiète Kasavubu, Mobutu, les États-Unis et la Belgique. Tous craignent que les soldats restent loyaux envers lui. Un plan simple est mis en œuvre. Le livrer aux Baluba du Kasaï, désireux de se venger du massacre causé par ses forces. Mais au dernier moment, des troupes de l'ONU se trouvent sur le terrain d'aviation prévu. Lumumba et ses 2 compagnons, Joseph Okito et Maurice Mpolo, sont redirigés vers Elisabethville, au Katanga. Kasavubu appelle Tshombe. 3 colis sont en route. À bord de l'avion, les gardes Baluba frappent brutalement leurs prisonniers. À l'atterrissage, dans une maison isolée, les ministres katangais et des officiers belges infligent de nouvelles sévices à Lumumba. Les 3 hommes sont ensuite conduits dans une zone reculée, exécutés, puis enterrés dans des fosses peu profondes. Le lendemain, les corps sont exhumés, démembrés et dissous dans de l'acide sulfurique. Aucune trace identifiable ne subsiste. Patrice Lumumba n'avait que 35 ans. Ce n'est qu'en juin 2022 qu'une dent appartenant à Lumumba a été restituée au Congo par la Belgique. L'annonce de sa mort provoque une onde de choc mondiale. Les ambassades belges et américaines sont attaquées. Mais qui était réellement Patrice Lumumba? Et pourquoi était-il si redouté par l'Occident? La réponse est simple mais profondément dérangeante. Lumumba croyait que l'Afrique devait appartenir aux Africains, que les ressources du Congo devaient profiter au peuple congolais, et il était prêt à le dire haut et fort.
Dans un monde divisé par la guerre froide, Lumumba refusa de choisir un camp. Il voulait une indépendance véritable. Pour l'Occident, c'était inacceptable. Les États-Unis craignaient que le Congo ne devienne une base soviétique. La Belgique craignait de perdre l'accès à ses richesses minières. Tous voyaient en Lumumba un homme impossible à contrôler, à acheter ou à intimider. C'est pourquoi il devait être éliminé. La mort de Lumumba ne fut pas un accident. Ce fut un assassinat planifié, avec la participation de gouvernements occidentaux. Des documents déclassifiés de la CIA confirment qu'Eisenhower avait autorisé son élimination. Des documents belges révèlent l'implication directe d'officiers belges. Mais en tuant Lumumba, ils n'ont pas tué son idée. Sa mort fit de lui un martyr, un symbole, une source d'inspiration pour les mouvements de libération à travers l'Afrique et le monde. Joseph Mobutu, l'homme qui trahit Lumumba, régnera sur le Congo en dictateur pendant 32 ans. Il accumulera une fortune de plusieurs milliards, tandis que son peuple vivra dans la misère, et il gardera le pouvoir grâce au soutien des États-Unis et des puissances occidentales. La promesse de Lumumba restera non tenue. Le pays s'enfoncera dans des décennies de dictature, de corruption et de conflits qui persistent encore aujourd'hui. Mais l'histoire de Lumumba enseigne des leçons essentielles sur le véritable coût du colonialisme, sur la manière dont les puissances occidentales ont continué à dominer l'Afrique même après l'indépendance formelle, et sur le courage nécessaire pour défier ce système. Lumumba n'était pas parfait, il a commis des erreurs, mais il incarnait quelque chose de profondément puissant, l'idée que les Africains ont le droit de contrôler leur propre destin. Lorsqu'il déclara « Nous allons montrer au monde ce que l'homme noir peut faire lorsqu'il travaille en liberté », il articulait une vision qui dépassait le Congo. C'était une vision pour toute l'Afrique, fondée sur la dignité, l'autodétermination et la justice. Et c'est pour cela qu'il fut assassiné, parce que ceux qui profitent de l'exploitation craignent toujours ceux qui la défient, parce que ceux qui vivent de l'injustice craignent ceux qui disent la vérité. Patrice Lumumba choisit la vérité plutôt que la convenance, la justice plutôt que la sécurité personnelle, la liberté de son peuple plutôt que sa propre vie. Et c'est pourquoi, plus de 60 ans après sa mort, il demeure une figure profondément controversée. Pour certains, un héros et un martyr. Pour d'autres, un agitateur dangereux. Mais la véritable mesure de son importance réside dans le fait que nous parlons encore de lui, que nous débattons encore de son héritage. C'est le témoignage de son impact durable. Lumumba occupe une place centrale dans l'histoire de l'Afrique, non pas parce qu'il a atteint tous ses objectifs, mais parce qu'il a eu le courage d'essayer, parce qu'il a refusé d'accepter le statu quo, et parce qu'il a été prêt à payer le prix le plus élevé pour ses convictions. Aujourd'hui, en regardant le Congo et l'Afrique, on voit encore les échos de cette époque. Les effets durables du colonialisme, l'exploitation continue des ressources par des intérêts étrangers, mais aussi une nouvelle génération d'Africains décidés à écrire son propre avenir. Et dans cette génération, l'esprit de Lumumba vit encore. Car l'histoire de Lumumba ne parle pas seulement d'un homme, elle parle d'une idée. L'idée que tous les peuples ont un droit inaliénable à la liberté, que l'exploitation et l'oppression peuvent être défiées, et que, même face à une puissance écrasante, la vérité et la justice valent la peine d'être défendues. Ces idées ne peuvent pas être assassinées, ne peuvent pas être dissoutes dans l'acide, ne peuvent pas être effacées de l'histoire. Et c'est pourquoi, plus de 60 ans après, Patrice Lumumba demeure l'un des révolutionnaires les plus craints et admirés de toute l'histoire africaine. Son crime n'était pas le communisme, ni l'incompétence. Son crime était simplement celui-ci. Il a cru que l'Afrique pouvait être libre, et il a eu l'audace de le dire à voix haute. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un like et partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur l'Afrique. L'histoire africaine est riche, complexe et profondément essentielle pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Il est temps que ces histoires soient racontées. Patrice Lumumba n'a vécu que 35 ans, mais il a changé le cours de l'histoire. Il a défié les empires, inspiré des millions de personnes et payé le plus haut prix pour ses convictions. Son histoire nous rappelle que la lutte pour la liberté n'est jamais facile, que ceux qui défient le pouvoir font toujours face à une résistance farouche,
mais aussi que certaines causes méritent d'être défendues, quel qu'en soit le coût. Et tant qu'il y aura des personnes prêtes à se lever pour la justice, la liberté et la dignité humaine, l'héritage de Patrice Lumumba restera vivant. Continuez à questionner, continuez à apprendre, et ne laissez jamais la véritable histoire de l'Afrique être oubliée. Car lorsque nous nous souvenons, lorsque nous honorons ceux qui nous ont précédés, nous pouvons construire un avenir meilleur, un avenir que Lumumba a rêvé, un avenir où l'Afrique appartient aux Africains, un avenir de véritable liberté. À la prochaine.